le micro. De toute manière, j'ai assez de voix, donc comme pour l'année passée, le début du semestre se fait masquer. Mais voilà, en tant qu'enseignant, nous avons le droit de pas porter le masque puisque les distances sont respectées. Évidemment, ça c'est les aléas de... C'est bon, tu peux le garder. Quel est le micro? Voilà, ça c'est pour 2 micros, vous voyez, c'est... Tu peux le mettre dans la poche. Voilà, ok. Très bien. Alors, écoutez, mon nom est Daniel Mari, je suis le vice-directeur de la section de physique et mon but dans ces 20 minutes qui suivent sera de vous convaincre, si besoin il y avait, d'avoir choisi la bonne section. La meilleure, évidemment, la section de physique. Pourquoi la meilleure? Parce que lorsqu'il y a un cours de physique, il y a quelque chose de bizarre, presque magique qui arrive. Et ceci en particulier grâce aux expériences que les professeurs de physique peuvent vous montrer. Nous en avons plus que 800 et les cours de physique sont toujours très drôles, comme je vais essayer de le montrer prochainement. Donc vous allez commencer les cours de mécanique. Alors là aussi, après avoir suivi les cours de mécanique, probablement, comme tout physicien, vous irez à vélo, mais pas comme tout le monde. Vous allez vous poser la question, mais comment fait un vélo pour fonctionner? Alors, essayons de comprendre comment un vélo peut fonctionner si il me manque des ciseaux ici. À moins qu'on me les ait... Ah, voilà, vous les voyez, mais moi pas. Voilà, donc, une roue de vélo, je vais la faire tourner très vite. La roue de vélo est suspendue à ces 2 fils, et maintenant je vais couper un fil. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de manière très surprenante, cette roue de vélo, à la place de tomber à la verticale, elle reste suspendue. Et en plus, elle commence à faire une précession autour de son point de suspension. Évidemment, ceci est dû au fait que la roue tourne, puisque maintenant, si j'arrête la roue, eh bien, elle tombe. Donc, un système tournant s'oppose un petit peu aux forces qui lui feraient changer de condition. Ces conditions dans lesquelles l'axe de rotation était vertical. Une autre expérience. Ici, j'ai un tabouret tournant. Je vais m'asseoir dessus. Puis maintenant, je vais essayer de le faire tourner. Faisons attention à la bobine de Tesla, mais qui, heureusement, est éteinte. Vous avez vu que j'ai maintenu mes distances, parce qu'il y a 2 millions de volts ici, quand même. Bon, voilà. Vous avez vu que le tabouret ne tourne pas. Maintenant, j'ai une roue de vélo ici, un peu plus lourde, et je vais la faire tourner aussi avec ce merveilleux système. Voilà, ça tourne assez. Je vais prendre mon tabouret, je vais le mettre un peu ici. On répète les expériences avec les mêmes conditions initiales. Et puis maintenant, voilà, le tabouret se met à tourner. Je peux le faire tourner dans l'autre sens. Je peux m'arrêter ici, continuer à tourner. Vous voyez, je pilote la rotation de mon tabouret. Qu'est-ce que je fais avec ma roue? Eh bien, je ne fais que l'incliner. Alors, ceci devrait vous donner une idée de comment vous faites, en fait, pour tourner avec un vélo. Pour tourner avec un vélo, eh bien, en fait, tourner le guidon, ça ne sert à rien. Même c'est contre-productif. Si vous allez
plein pot avec un vélo, 50 à l'heure, vous tournez d'un coup le guidon, faites-le pas, hein, parce que vous allez tomber de l'autre côté. En fait, pour tourner un vélo, ceux qui font de la moto le savent encore mieux, on incline le vélo, et en inclinant le vélo, comme j'ai incliné ma roue, eh bien, vous allez vous mettre à tourner. Donc, vous avez produit ici une variation du moment cinétique, vous allez voir ce que c'est, et cette variation du moment cinétique, eh bien, produit deux effets. D'un côté, il permet l'équilibre du vélo, et de l'autre côté, il permet de tourner et de le diriger. D'ailleurs, tout le monde sait qu'on peut très bien conduire un vélo sans les mains. De nouveau, ce n'est pas le conseil que je vous donne, ou bien vous ne l'avez pas entendu, mais on est enregistré ici. Hein. Bien, des systèmes tournants donnent lieu à des phénomènes étonnants. Typiquement, ce qui se passe avec un boomerang. Oups, là, je me suis un peu loupé. Deuxième tentative. Et voilà. Et cette fois, il est arrivé dans le public. Là, il y a une combinaison justement de ce qui est l'effet du moment cinétique, ce que vous allez voir dans le cours de mécanique, et l'effet de portance, ce que vous allez voir dans le cours de mécanique de fluide, donc en physique de 3e année. D'autres systèmes tournants, mais pas solides, permettent aussi d'avoir des effets étonnants, comme celui que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, nous avons une chambre dans laquelle, pour visualiser les phénomènes, je vais la remplir de fumée. Apparemment, ça marche plus ou moins bien. Voilà. J'ai assez de fumée, puis attention, regardez bien ce qui se passe. Je suis capable de produire des magnifiques anneaux de fumée. Voilà, une série d'anneaux de fumée qui rentrent l'un dans l'autre. Et ce phénomène est aussi un phénomène de système tournant, mais c'est un système dans lequel les particules de gaz, d'eau, d'air tournent autour de l'anneau, comme ceci. Et celui lui donne, en fait, une stabilité, qui est la stabilité, au fond, que vous retrouvez dans les tornades, dans les ouragans, et qui peut leur permettre de faire des milliers de kilomètres sans pratiquement s'atténuer. Une autre chose intéressante d'un système tournant qui est plutôt un système chaotique. Donc avec ces anneaux de fumée, vous avez vu peut-être l'impact sur cet objet ici, on arrive à produire une grande quantité d'énergie qui se propage et qui, on peut faire des anneaux, des canons à anneaux de fumée qui peuvent abattre des murs. Il y a des vidéos sur Internet assez intéressantes. À propos de canons, nous avons ici un autre système qui est assez intéressant. Donc ici, vous avez un tuyau dans lequel je suis en train de faire le vide, ici, et au bout de ce tuyau, j'ai mis une balle de ping-pong. Ce tuyau est scellé aux deux extrémités par deux membranes d'aluminium. Et vous remarquez un détail important, au bout du canot de ce tuyau, il y a une boîte de coca, notre sponsor. Maintenant, j'ai ici dans la main un petit clou et je vais faire un petit trou dans la membrane qui est ici. Essayons de voir ce qu'il se passe. Donc vous commencez à voir que notre hobby, c'est celui de détruire des canettes de coca. Et donc avec une simple balle de ping-pong qui devrait être quelque part intègre, voilà, presque, cette fois elle est un petit peu amochée, mais d'habitude elle reste intègre, même des fois dans la canette, j'ai réussi ça aussi. Eh bien, voilà, on produit ce type de canette, et puis on verra d'autres expériences destructives comme celle-ci.
promis. Et ceci est un très bel exemple de ce qui est la quantité de mouvement. Quantité de mouvement que vous allez rencontrer aussi très bientôt dans votre cours de mécanique. Donc, on a vu cette expérience. Ceci conclut un petit peu les expériences de mécanique. Et maintenant, si vous m'entendez parler, assez fort grâce au micro, c'est grâce aux ondes sonores. Alors je vais vous montrer dans cette expérience comme une onde sonore est vraiment une onde. Donc j'ai ici un tuyau. D'habitude il y a des allumettes ici, mais on a voulu faire... Non, il est là, le gaz vient de faire le gaz. Ah, voilà. Donc, ce tuyau est plein de gaz. Maintenant, il y a une flamme. Et puis maintenant, vous voyez que si, avec cet haut-parleur, je produis un son, eh bien, vous voyez ce qu'on appelle des nœuds et des ventres, et on voit une visualisation de l'onde sonore. Et puis, vous voyez que si je change le ton, donc la fréquence de cette onde sonore, eh bien, les maxima deviennent plus bas et plus distants, ou bien plus rapprochés. Donc voilà un petit exemple d'un spectacle son et lumière que l'on a avec ceci. On ne va pas oublier de fermer le gaz. Donc on a parlé de son, on a vu que le son produit des ondes, et je vais vous montrer une autre expérience qui montre, toujours avec un haut-parleur, un phénomène de résonance. Nous avons ici un verre, nous avons ici un haut-parleur, et avec ce système, je vais exciter les vibrations du verre. À l'œil nu, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont trop rapides, donc nous avons ici un stroboscope qui émet des flashs, comme un appareil photo, et qui va nous donner en fait des flashs de la position de la surface du verre. Oui, alors normalement, on mute le micro pour éviter d'avoir trop de son. C'est que moi qui les prends. Vous voyez que... Et voilà. On dit que les cantatrices sont capables de... exploser un verre comme celui-ci. C'est rare, mais j'ai vu effectivement des expériences comme ça. À propos de verre, qu'est-ce qu'un verre finalement ? Un verre, c'est un système, vous allez le voir, dans lequel les atomes sont arrangés de manière aléatoire, sans être structurés dans un cristal. Un verre, produire un verre solide, un verre, en fait, c'est ce qu'on appelle un liquide hypervisqueux. On dit que dans les cathédrales dans lesquelles il y a des vitraux qui datent de 1300, par exemple à Chartres, la forme des vitraux est une forme dans laquelle la base est plus large que le haut, parce que sur des temps géologiques, en fait, le verre coule. C'est un liquide. Bon, il y a des discussions entre les physiciens là-dessus, mais c'est assez intéressant. Alors, finalement, l'état liquide ou solide d'un verre dépend finalement du temps ou aussi de la température. Alors, ici, un modèle d'un matériau amorphe, c'est du caoutchouc, et je vais maintenant plonger ce caoutchouc dans l'azote liquide à moins de 100 degrés. Et on va voir comment cette matière se comporte. Voilà, on a un jet d'azote liquide là. Voilà, on est bien descendu à moins de 100 degrés. Et vous voyez que, à basse température, c'est devenu comme un verre.
Voilà. Donc c'est une question de temps ou de température. Alors le fait... Je me permets d'intervenir parce que je le connais un peu et je pense que tu as le droit à une ou deux, pas plus. Une ou deux. Alors, une ou deux, eh bien, je vous avais promis une manip dans laquelle on allait avoir de nouveau une expérience destructive qui concerne l'électromagnétisme. Et voilà donc une autre canette de coca qu'on a bu au laboratoire, naturellement. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un condensateur. Un condensateur, c'est quoi? C'est une boîte de conserve, mais qui conserve des électrons. Et cette boîte de conserve, elle est très grande, donc elle conserve beaucoup d'électrons que l'on va décharger d'un coup dans la bobine qui est ici. Vous voyez la bobine noire qui est ici, qui entoure la boîte de coca. Et donc là, on va produire des forces électromagnétiques entre la bobine et puis la boîte de coca. Et on va voir l'effet sur la boîte de coca. Donc on a chargé notre boîte de conserve jusqu'à 10 kV. Et voilà. La pauvre boîte de coca qui a collapsé totalement sous l'effet de ces forces électromagnétiques. C'est intéressant que je vous ai montré tout à l'heure un verre, parce que normalement, une boîte de coca, j'arrive à la déformer avec mes mains, mais là, elle se comportait de nouveau comme un verre, de manière fragile, parce que la vitesse de déformation était extrême. Et donc, voilà la boîte de coca qui a explosé. Alors, vous avez ici un exemple de ces forces électromagnétiques avec un anneau d'aluminium et une autre bobine avec beaucoup plus de spire que celle qu'on avait ici dans la bobine noire. Et puis maintenant, vous voyez que j'arrive à faire flotter cet anneau. Maintenant, si je décharge de nouveau toute l'énergie de la bobine en un coup, je vois que... Ben on va voir ce qui se passe. Enfin, pas trop de problème. La bobine, elle est montée jusqu'à 2 mètres. C'est décevant. Horriblement décevant, mais je ne vous ai pas encore tout montré parce que maintenant... Si j'arrive à la pêcher, j'ai une bobine un anneau d'aluminium qui a été préalablement refroidi à l'azote liquide. On va faire la même expérience maintenant. Et vous voyez là un autre effet très intéressant, le fait que si on baisse la température, la résistance électrique de cet anneau en aluminium a baissé fortement. Et donc il y a plus de courant que j'ai induit dans cet anneau. Et l'anneau est parti beaucoup plus haut avec les mêmes forces électromagnétiques qu'on a vues sur la canette de coca. Or, il y a des matériaux qui... à très basse température ont une résistance égale à 0. Ce n'est pas 0,0001 parce qu'on ne sait pas calculer, c'est vraiment 0. Et ces matériaux sont des matériaux qu'on appelle des supraconducteurs. Vous allez étudier ces phénomènes lors de vos études de physique. Et ces matériaux, non seulement ils ont une résistance égale à 0 à basse température, mais en plus, eh bien, ils montrent un effet qui est l'effet Meissner et qui leur permet de léviter sur des aimants. Donc ici, vous avez un rail à aimant, ici, et vous voyez que notre petit train, comme on espère le faire dans les trains du futur, eh bien, il lévite sans pratiquement aucun frottement sur son chemin. Et en plus, il est confiné par les aimants, donc vous voyez qu'il fait aisément ces virages à très grande vitesse. Enfin, il faut que je
diminue un petit peu parce que la vitesse sera quand même trop grande à un moment donné. Force centrifuge oblige. Voilà, donc je vous ai illustré un petit peu en 20 minutes le programme de physique. Maintenant, c'est à vous de le commencer et je vous dis au revoir. Moi, je vous retrouve au deuxième semestre dans un cours très pratique qui est le cours de métrologie.